Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la dernière étape du Tour de Under 2024. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée avec le Mount Lofty sur la victoire au niveau du classement général, sur les coureurs top, les coureurs flop comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief de compétition en direct, notamment le biathlon en ce moment. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, les différentes playlists que vous pouvez retrouver également. Et on commence tout de suite avec ce Down Under 2024. Dernière étape, on savait que tout pouvait se jouer du côté du Mount Lofty avec deux coureurs qui étaient à égalité de temps, Oscar Onley avec Stephen Williams. Donc déjà il y avait un match entre ces deux-là. Et puis de toute manière, Del Toro n'était pas très loin, Yates n'était pas très loin non plus, même un Julien Alaphilippe n'était pas très loin. Et donc on pouvait avoir pas mal de changements. Beaucoup de coureurs avaient envie de se montrer aujourd'hui parce que c'était la dernière étape, ce qui fait qu'on a eu la plus belle échappée depuis le début de cette semaine de course. Notamment à l'intérieur, nous avions... Hop. Ah oui, là j'ai que les coureurs de la Bahreïn. Erreur de ma part. Nous avions Franck Bonamour, nous avions Morgado aussi. Le jeune coureur portugais, nous avions Simon Geschke, nous avions... Alors, je ne sais pas comment on doit... Alors, on m'a dit qu'en flandrien, en flamand, le G se prononçait presque comme un H. Enfin, c'était un mélange entre un G et un H, on m'a dit. Donc, je pense que ça va être une sorte de Gilgelders, je pense que ça se prononce comme ça, une sorte de Gilgelders. Mais c'est dur pour un Français, un francophone de faire ce son-là quand on ne l'a jamais véritablement entendu. On avait également Stéphane de Bod. C'est vrai qu'on a très peu vu les EF cette semaine en passant. Et puis donc il y avait Franck Bonamour, Jacopo Mosca également, Maurice Ballesterd. Lidl Trek aussi a été assez peu en vue sur cette semaine de compétition. Échappée qui va être reprise assez tard. Je crois qu'on était à 3 km de l'arrivée à peu près quand l'échappée est reprise. Et puis après, un peu comme la veille, un peu comme à Willunga Hill, on a eu une montée au train. Et puis il fallait réussir à partir au bon moment, à faire son attaque au bon moment. Ça a été un peu tôt du côté de Isaac Del Toro. Et puis quand Stephen Williams a vraiment décidé de sonner la charge, et bien là, personne n'a réussi à le dépasser sur la ligne d'arrivée. Donc, comme il était presque co-leader du général, il a pris la tête du classement général et il s'impose pour cette dernière victoire, mais pour cette dernière étape et pour cette dernière victoire de la semaine, mais surtout, il fallait partir au bon moment. C'était vraiment une question de timing, un peu comme sur la flèche wallonne. Vous savez, il faut faire l'attaque pas trop tôt sur la flèche wallonne. Là, c'était vraiment ça, parce que quand on est sur des intensités qui sont très élevées, t'as qu'une cartouche, t'en as pas 4. Et Stephen Williams l'a bien compris du côté d'Israël. Il était aussi très très bien entouré aujourd'hui, Stephen Williams, encore. Et bien tout de suite, on regarde les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, bien entendu, on parle du vainqueur du jour, l'homme britannique qui s'est imposé aujourd'hui, Stephen Williams. Alors Stephen Williams, c'est vrai que c'est pas le nom le plus connu du peloton. Stephen Williams, il est passé notamment par la Bahreïn. Je crois me souvenir qu'il avait été vainqueur d'une Crow Race. C'est ça, en 2021. 2022, ça n'avait pas été fantastique pour lui. Alors je crois qu'il a eu des problèmes de genoux, faut que je retrouve ça. Injury history. Hop là, je fais tout en direct. Bam, c'est pas marqué, mais je crois qu'il a eu des problèmes de genoux dans sa carrière, ce qui fait qu'il a eu ce petit moment compliqué. L'année dernière, il a rejoint Israël en remportant notamment l'Arctic Race of Norway. Et c'est un coureur qui est intéressant sur ces courses d'une semaine. Je dirais sur ces courses-là d'une semaine, où il n'y a pas trop de montagne. Alors c'est pas qu'il est mauvais en montagne, mais que c'est pas le meilleur dans ce domaine-là. Et sur ces courses-là, l'Arctic Race of Norway, ce Tour de Lander, même la Crow Race, encore une fois, on est sur des courses
je dirais, de vraiment les étapes les plus dures, c'est vraiment des étapes de moyenne montagne, eh bien, il est très performant. Et surtout, la force de Stephen Williams, c'est qu'il a une très bonne pointe de vitesse. L'année dernière, par exemple, il fait 3e à Gloucester sur le Tour de Grande-Bretagne. Il finit 2e de l'étape de Obel sur le Tour de Wallonie. C'est vraiment un coureur qui est performant sur ces courses-là, parce que notamment sur le Tour d'Italie, il fait 2 échappées, mais c'est pas incroyable. Par contre, il fait 12e à Rome, donc sur un sprint massif à Rome, et 8e de la Eschborn-Frankfurt. Donc c'est vraiment un profil qui est... Là, on parlait hier de profil surprenant. Lui, c'est un profil qui est très surprenant parce que il me fait presque penser à Leonardo Duque. Leonardo Duque qui était un puncher qui avait... c'était presque un mini grimpeur, Duque, mais qui avait une super pointe de vitesse. Stephen Williams, il a vraiment cette capacité-là. Et il est surtout très bon sur les courses d'une semaine. Et pour une équipe comme Israël, qui veut remonter en World Tour, les courses d'une semaine, classement général, c'est des gros points. C'est des gros points UCI. Un coureur comme Stephen Williams, il y a 5-6 ans, c'était un coureur qui valait pas très cher sur le marché des transferts. C'était pas un coureur qui était... C'était pas un profil de coureur qui était vraiment repéré par les managers d'équipe, parce que un coureur comme ça, qui n'est pas suffisamment bon en haute montagne pour aller chercher des grandes courses, qui peut aller chercher des courses d'une semaine, c'était pas forcément l'envie de beaucoup d'équipes. Sauf qu'avec le système maintenant des points UCI, des profils à la Stephen Williams vont devenir beaucoup plus chers sur le marché des transferts. Et je pense que Stephen Williams, à la fin de son contrat avec Israël en 2025, ça ne m'étonnerait pas qu'il y a pas mal d'équipes qui veuillent récupérer un Stephen Williams, parce qu'encore une fois, sur les courses d'une semaine, il a déjà une victoire d'étape sur le Tour de Suisse, la Ronde de l'Isère également, en 2018, ça c'est quand il était chez SEG Racing Academy, une étape du Giro, enfin du Baby Giro. Donc c'est un coureur voilà, qui est bon sur les étapes, encore une fois, je dirais de moyenne montagne. Voilà, c'est là où il est très fort, le petit Stephen Williams. Et voilà, ça fait du bien de le voir s'imposer ici. Alors certains vont dire, en regardant le classement général, « Ah oui, c'était pas une grande course cette édition du Tour de Nandor, ça mérite pas l'appellation World Tour ». Pour moi, cette épreuve mérite l'appellation World Tour, déjà d'un point de vue organisation, parce que je trouve que l'organisation du Tour de Nandor est plutôt une organisation de qualité. Déjà c'est ça aussi le World Tour, c'est avoir des organisations de qualité sur les courses. Et puis moi je trouve que en fait dans le World Tour, c'est bien aussi d'avoir des courses un peu plus faibles, on va dire, pour permettre à des jeunes de s'exprimer. Et pour moi, en quoi le Down Under est inférieur par exemple à un Tour de Romandie? Moi j'ai pris plus de plaisir à regarder ce Tour de Under qu'à regarder peut-être les 2 dernières éditions du Tour de Romandie, où, on va pas se mentir, je me faisais un petit peu chier la bite. Donc là, tu vois, il y a eu du spectacle, les étapes ont été sympas, il y avait du monde sur le bord de la route. Bon, dommage que ça soit en pleine nuit, mais c'est le seul désavantage de cette course-là. Moi, je trouve que c'est une course qui est très intéressante et qui doit rester en World Tour. Si on doit dégager une course du World Tour, c'est plutôt la Cadel Evans Great Ocean Road classique, voilà, qui est pas exceptionnelle. On poursuit avec Bart Lehman. Je trouve qu'il fait une belle semaine. Tiens, on parlait des mecs qui se sont un petit peu révélés. 4e encore aujourd'hui, il était 5e je crois hier. Bart Lehman. Très très belle semaine pour le coureur de la Visma Leasebike, qui finit donc 5e du général. On ne s'attendait pas à ça quand j'ai vu la start list au départ. J'avais répondu dans les commentaires, après la présentation de l'épreuve, il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Oh, la start list, elle est mieux que d'habitude ». J'avais dit « Oui, c'est vrai que la start list est plutôt pas mal ». J'avais dit « Il n'y a que 2 équipes qui n'ont pas forcément joué le jeu en envoyant des grands leaders ». J'avais dit Visma et j'avais dit également Groupama, qui je trouvais était un petit peu en dessous. Bon, c'est bien, j'aurais bien fait de fermer ma gueule ce jour-là, parce que ces 2 équipes qui ont mis des mecs, un dans le top 10 du côté de Bart Lehman, et j'ai perdu où elle finit Pity, il finit quand même 22e, donc bon, non plus catastrophique. Et c'est bien ce qu'a fait Bart Lehman, et puis ça permet de marquer des points pour Visma, ils n'en ont pas vraiment besoin, et surtout ça permet un petit peu de se montrer.
dans une équipe où la hiérarchie est tellement compliquée, parce que on a encore ajouté du monde cette année, mais c'est vrai qu'en rajoutant Kiana Uttebrook, en rajoutant également un coureur comme Jorgensen, c'est vrai qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Eh bien, il faut saisir sa chance. Je trouve que cette semaine, Milan Vader, par exemple, n'a pas saisi sa chance. Bart Lehman, par contre, si, il a saisi sa chance, il s'est montré. Et maintenant, Roger Plugueux, quand il va regarder un petit peu son équipe, le petit Plugueux, il va se dire « Ah bah tiens, Bart Lehman, c'est vrai qu'il a été bon sur le Tour de Lander. Bah tiens, est-ce que je le mettrais pas équipier de Van Aert sur le prochain Giro, par exemple? Ou est-ce que je lui donnerais pas sa chance, je sais pas, sur un Tour de Wallonie, sur une course de ce type-là ?» Donc j'ai dit Roger, c'est Richard. Je sais pas pourquoi j'ai dit Roger. C'est Richard Plugueux. Je me disais bien que c'était. J'avais un doute que ça soit bien Richard, que j'avais bien dit une connerie. Mais voilà, il va regarder, il va se dire ah bah Bart Lehman, bah tiens, ça peut être un coureur pas mal pour moi dans mon équipe pour aller chercher des courses voilà en tant qu'équipier. Donc c'est peut-être un coureur qu'on va voir pas mal. Sur d'autres courses en se disant bah, grâce à ces résultats-là, ça va donner des idées. Donc Stephen Williams, ça a été bien aussi. Autre coureur top, bah, Laurent Spitty aujourd'hui. Je m'attendais pas du tout à le voir dans le final. Alors je sais bien qu'il avait remporté Cholet. Cholet, c'est pas tout plat, on pourrait croire Cholet, Pays de la Loire, le parcours est tout plat, sauf qu'il y a une petite bosse sur le circuit de Cholet. Et en plus, il y a pas mal de relances assez techniques. Le circuit de Cholet, parce qu'il fait que 5 km, il y a pas mal de relances. Mais quand même, entre Cholet, Pays de la Loire et le Mount-Lofty, il y a un monde. Et en plus, il a osé attaquer. Parce qu'il y a des fois des coureurs, quand ils sont jeunes et qui sont face à des grands adversaires, eh bien, ils restent un petit peu dans leur coin, tu vois, ils osent pas forcément attaquer. Eh bien, lui, il a osé attaquer, il a fait le job, ça a permis de montrer le maillot de la Groupama. En plus, il a fait aussi des bons sprints, Laurence Pitty, cette semaine. Donc, très bien, voilà, parce qu'il avait pris également une 4e place à Campbellton et 5e à Port Elliott. Donc là, encore 5e. Ça fait quand même quelques points ici pour la Groupama et c'était mal embarqué au départ pour cette équipe. Bon, dommage qu'il ait perdu du temps à Willunga Hill, mais ça correspondait peut-être moins à ses qualités. Et puis sur la Cadel Evans Great Ocean Road Race, eh ben, ça peut faire partie des coureurs très intéressants. Et je me dis que pour les classiques flandriennes, bah, ça peut être aussi un profil qui peut très bien marcher sur ces courses-là. Donc j'attends de voir ce que ça va donner sur les flandriennes, un coureur comme Pitty, parce que s'il passe bien les bosses, s'il passe bien les pavés, eh ben, ça peut être un coureur très intéressant qui est dans sa dernière année de contrat. Avec la Groupama, il fait partie des coureurs qui sont montés de la Conti à l'équipe 1 en 2023. On poursuit avec un dernier coureur top. J'avais envie de mettre une équipe au top. C'est vrai qu'hier, quelqu'un qui m'a dit « T'as pas mis Valentin Paré-Peintre parmi les coureurs top ?» Alors c'est vrai, alors je lui ai répondu dans les commentaires que j'avais trouvé un peu plus discret que d'autres coureurs. J'avais mis Julien Alaphilippe. Bah aujourd'hui, je ne mets pas Julien Alaphilippe dans les coureurs top. Je mets Valentin Paré-Peintre, mais je mets surtout cette équipe Decathlon AG2R La Mondiale que j'ai trouvé très intéressante pendant cette semaine de course. Alors déjà avec Valentin qui remporte une belle 8e place ici pour sa 2e saison chez les pros. Parce qu'il fait partie lui de l'équipe U23 et ça c'est déjà pas mal parce que c'est son meilleur résultat sur une épreuve World Tour, lui qui avait fait le Giro l'année dernière où il avait pris une belle 5e place à Crans-Montana sur une étape qui avait été un petit peu folle sur ce jour-là. Ça montre aussi peut-être qu'il a bien bossé cet hiver, qu'il y a des progrès. Coureur qui fera le Tour de Catalogne notamment à l'UAE Tour, donc début de saison quand même très intéressant pour lui. Et puis là, sur cette semaine, il a été régulier. Et moi, je m'attendais presque plus à voir Clément Berthet que Paré-Peintre. Mais Clément Berthet, déjà aujourd'hui, il a eu encore un petit accrochage avant la montée. Voilà, il est tombé. Et on peut noter encore la 13e place de Bastien Tronchon. Sur une montée comme ça, c'est excellent ce que fait Bastien Tronchon. Hein. Depuis enfin voilà, ça fait 3 jours, vraiment, c'est du solide. Hein.
28e à Virunga Hill, là il est 13e à Mount Lofty. Puis je rappelle qu'il avait pris l'échappée, c'était à Tanunda. Non, c'était le deuxième jour. C'était le jour avec Isaac Del Toro. Pas mal aussi. Il va continuer lui en février avec le Tour de la région de Murcie, la Classica Rennes-Parisor. J'attends de le voir sur la Classica Rennes-Parisor. S'il sera autant à la fête, parce qu'avec sa pointe de vitesse, ça peut être très très intéressant. Mais il a montré des bonnes choses à Bastien Tronchon, c'est très bien ce qu'il fait. Le coureur qui avait, on se souvient tous, remporté une étape sur le Tour de Burgos, c'était en 2022. J'ai bien aimé sa semaine, et puis j'ai bien aimé la semaine de Décathlon à G2R. Je m'attendais pas à grand chose, et je trouve qu'ils ont été très intéressants. Voilà, avec Paré Peintre, avec également Tronchon. C'est plutôt une semaine intéressante. Et puis, bon, on parlera de la Ruta de la Ceramica dans une autre vidéo, mais ça a été également pas mal pour cette équipe. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Les bonnets d'âne du jour, il y en a 3, dont 2 coureurs. Premier coureur, Simon Yates. Alors Simon Yates, bon, encore une fois, la semaine de Jayco Alula a été compliquée. Je suis pas sûr qu'on misait pas plus sur Luc Plapp même que sur Simon Yates du côté de Jayco Alula. Je pense qu'il sentait déjà que ses jambes n'étaient pas top ce matin. C'est-à-dire que la stratégie d'envoyer Chris Harper en début dans une échappée où il s'est fait rattraper par le peloton, parce que c'est le premier coureur à avoir attaqué le matin, Chris Harper, c'est que je pense qu'il y avait quand même une idée derrière la tête de se dire peut-être que Simon Yates il n'est pas fantastique. Derrière ils l'ont refait attaquer aussi au tout début de Mount Lofty. Je crois qu'on n'était même pas dans Mount Lofty, c'était vraiment dans les faux plats avant Mount Lofty. Bon, ça n'a pas plus marché parce que le peloton était bien organisé à ce moment-là, notamment Israël autour de Stephen Williams. Et c'est vrai que la semaine de la Jayco Alula, il y a 0 victoire d'étape. Le classement général du meilleur coureur, donc c'est Simon Yates qui est au classement général qui doit être 7e, voilà, donc derrière Julien Alaphilippe. C'est pas une course totalement réussie. Je trouve qu'aujourd'hui Simon Yates a été hyper discret, on l'a quasiment pas vu de la journée. Simon Yates, il finit loin même, hein, Simon, il finit avec Oscar Hanley. Ouais, il finit à 10 secondes, mais il finit à 22e, avec Storer et Nick Schulz, et Juan Pedro Lopez aussi. Ouais, c'est pas fantastique par rapport à l'année dernière. Alors la course était un petit peu différente, il y avait 5 montées à Mount Lofty l'année dernière, elle l'a bien précisé Claire Brécogne. Et c'était intéressant de le repréciser dans le direct, notamment sur la chaîne L'équipe, enfin sur la plateforme L'équipe, pardon. Mais du côté de Simon Yates, ouais, ça a été un petit peu compliqué. Aujourd'hui. Je pense qu'il n'avait pas des bonnes jambes, tout simplement, et qu'il a senti assez vite qu'il n'avait pas des bonnes jambes. Mais c'est vrai que si on prend un petit peu de hauteur, la semaine de la Jayco Alula, c'est absolument pas passé comme escompté. Et on verra comment ça se passera sur les prochaines courses. Il doit aller où, Simon Yates, même après? Est-ce qu'on connaît son programme? Alula Tour, fin janvier. Donc il va passer de l'Australie à l'Arabie Saoudite avant de retourner en Europe pour Tirreno Adriatico. Donc une deuxième course pour lui. Voilà, le coureur britannique. J'ai envie de mettre des Britanniques australiens et des Australiens britanniques en ce moment. Ça va pas fort, hein, moi. Les neurones sont pas au top de leur forme. Ils sont encore restés en 2023, les neurones. Mais voilà, du côté de Simon Yates, début de saison qui est pas catastrophique, mais voilà, on s'attendait un petit peu mieux, surtout par rapport à son Santos Tour de Under de la saison dernière. Après, peut-être que ça lui permettra d'être plus performant sur la suite de la saison. Peut-être notamment sur le Tour du Pays Basque au mois d'avril. On poursuit, autre coureur flop, George Bennett. Et oui, parce que je me suis rappelé de ça du côté de George Bennett, et je l'avais mis parmi les favoris. Du côté d'Israël, j'avais plus mis favori George Bennett que Stephen Williams. Je me disais, George Bennett, changement d'équipe, après un passage chez UAE, qui a été en demi-teinte, on va pas se mentir. Je me disais, tiens, chez Israël, il va avoir un peu plus un statut de leader. En plus, lui, il est néo-zélandais, mais il va pas être gêné par le décalage horaire, contrairement à certains coureurs. Donc je me disais, ça peut être pas mal, tu vois.
parce que le décalage horaire entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, je crois que c'est 1 heure ou 2 heures. Il y a un décalage horaire entre les deux îles, mais c'est pas énorme. Et ben on l'a pas vu de la semaine. Quasiment pas vu. J'ai même plus vu Nick Schultz que lui, qui des fois emmenait Stephen Williams. C'est son bilan global de la semaine que j'ai trouvé décevant. Je m'attendais à mieux du côté de George Bennett. Je me disais, il va vouloir se montrer, il va vouloir être offensif. C'est des côtes qui peuvent lui convenir. C'est quand même quelqu'un qui a été performant sur le Tour de Lombardie, notamment. Qui a des qualités sur les semi-classiques italiennes, George Bennett. Là, cette semaine, ça s'est pas passé comme il le souhaitait. Alors peut-être aussi qu'avec Stephen Williams, les plans ont changé. Mais aujourd'hui, il finit 52e à 1,05. Ça fait loin quand même pour le coureur néo-zélandais. Ouais, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux pour ce coureur-là. Parce que je me disais, il va pouvoir peut-être faire des bons résultats. Bon, un peu déçu. Voilà, pour tout vous dire. L'année dernière, il avait fait 15e du Down Under en plus. Donc il avait mieux démarré la saison. Alors après, par contre, derrière, il avait été assez discret. Il faut bien le dire. Sauf sur le Tour de Burgos où il avait fini 6e, George Bennett. Donc on va voir ce que ça va donner sur le reste de l'année pour George Bennett. Mais c'est vrai qu'à 33 ans, je me disais, il change d'équipe, il part sur un nouveau projet avec Israël. Il va peut-être vouloir un petit peu marquer son territoire, George Bennett. Et montrer au manager de l'équipe qu'il faut compter sur lui, que ça peut être un coureur qui peut amener des points UCI, qui peut apporter des bons résultats à cette équipe. Là ça n'a pas été fantastique pour George Bennett. Donc trop discret au niveau de cette course. Donc on verra ce que ça donnera du côté des prochaines épreuves auquel il participera. Il fera notamment la Cadel Evans, celui aussi au Great Ocean Road Race du côté d'Israël. Et puis on termine avec la Bahreïn. La semaine a été compliquée pour la Bahreïn. Alors déjà, Thorsten Trahen qui a abandonné parce qu'ils n'ont pas fini au complet. Autre coureur qu'on a souvent vu à terre, Johan Pryce Petersen, puisqu'il est tombé au moins 3 fois, je crois, 2 ou 3 fois. Pryce Petersen, Bauhaus n'a pas gagné de sprint. Voire il a été assez peu dans le coup pour aller chercher des sprints. Phil Bauhaus, pardon. Et puis Jack Haig finit 10e, je crois, du général, mais sans avoir été hyper présent aux avant-postes. Il a été assez discret. J'ai même appris que c'était parce que je pense à Jack Haig, je pense aux Australiens, je crois que c'était le pire résultat depuis 10 ans, je crois, au niveau des Australiens sur le Down Under. Au niveau du classement général. Mais c'est vrai que la course de Bahreïn a été très discrète, comme la couleur de leur maillot désormais, avec le blanc et bleu. On a assez peu vu leur maillot, à part à l'arrière du peloton avec Bourati, avec Pryce Petersen ou Thorsten Trahen dans les chutes. C'est un petit peu dommageable. Donc on espère que ça sera mieux sur les prochaines épreuves. Je ne sais pas s'ils feront les courses à Palma de Majorque. Non, eux, ils iront sur le Alula Tour. Et puis ensuite, ils seront présents sur le Tour de la communauté de Valence fin janvier. Mais c'est vrai que je m'attendais à un peu mieux de cette formation. Je me suis dit, c'est dommage, c'est frustrant du côté de la Bahreïn. Il y avait peut-être mieux à faire. C'est vrai que ils ont été plombés par les chutes, tout simplement. Et puis je pense que Bauhaus, il y a encore des réglages à faire il y avait des réglages à faire avec les coureurs avec qui il était. C'est vrai qu'en même temps, il n'était pas non plus avec son train forcément habituel, Bauhaus. C'était un peu compliqué pour le coureur australien. Mais voilà, ils ont été un petit peu trop discrets, je trouve, cette semaine du côté de la Bahreïn. Nous, on a fait le bilan de ce Tour de Under. On se retrouve pour les courses à Palma de Majorque. On fait également le débrief de la Ruta de la Ceramica. Donc je ne sais pas dans quel ordre ça va arriver du côté des vidéos. Et puis il y a toujours les présentations. Aujourd'hui, c'est Total et Polti Cometa qui sont dans les présentations d'équipe.
Et puis il y a le biathlon aussi qui va arriver sur la chaîne. Je sais pas comment ça se fera au niveau de l'ordre, mais on se retrouve à partir de mardi, je crois, pour les Trofeo Palma de Majorque, et puis également pour le Grand Prix la Marseillaise. Normalement samedi, le Grand Prix la Marseillaise. Donc voilà, pas mal de vidéos encore sur la chaîne en ce mois de janvier. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.